à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 de mes red flags équestres. Rappelez-vous, je vous avais fait toute une partie de définition de qu'est-ce qu'un red flag dans la partie 1. Je vous le répète ici très rapidement. En gros, ce sont ces signes que quand vous arrivez, dans notre cas, face à un coach ou dans une écurie, vous devez, si vous les voyez, fuir à toutes jambes. Quand on a un red flag, c'est l'équivalent d'un petit bonhomme qui est comme ça avec un grand drapeau et qui vous dit « Fuyez, pauvre fou !» Fuyez, pauvre fou! On va donc voir mes red flags équestres. Vous me direz dans les commentaires si vous avez les mêmes que moi ou si vous en avez quelques-uns autres à ajouter. Sans plus tarder, c'est parti. J'ai avec moi mon fidèle serviteur, soit mon iPhone, sur lequel j'ai noté au fur et à mesure que les idées de red flag popaient dans ma tête, des petits points en me disant « ça faut que je leur en parle, je ferai la grosse rageuse avec eux ». Il est donc grand temps pour moi de vous dévoiler le premier point qui est celui-ci, je le coche directement, les moniteurs qui passent la moitié du temps à discuter avec les parents en bord de carrière. Si moi, il y a bien quelque chose qui m'exaspère, c'est ces moniteurs où, et attention, j'ai moi-même été monitrice, je sais que parfois, il y a des cours qui te surpassionnent pas, mais ce n'est pas une raison. Les moniteurs donc, qui sont là comme ça, accoudés en bord de carrière et qui discutent avec la mère de Paul, le père de Jacques, et toi, t'es dans la carrière sur ton cheval, tu te dis « Ah, c'est super bien mon heure d'équitation, j'apprends rien du tout ». Je trouve que c'est vraiment catastrophique. Alors évidemment, discuter un petit peu avec des gens de bord de carrière, ça permet au moniteur qui se fait des fois 7-8 heures de cours d'affilée de se changer un petit peu les idées, de boire un petit café, ça fait du bien. Ceci étant dit, en tant que moniteur, en tant que coach, il faut pas qu'on oublie que les personnes qui sont devant nous en train de monter à cheval ne montent pour certaines qu'une fois par semaine, voire une fois toutes les 2 semaines. Il est donc vraiment important qu'à ce moment-là, elles aient toute notre énergie comme au premier jour. Je m'explique. Je trouve que pour qu'un coach soit vraiment impliqué et intéressant, que ce soit en tant qu'élève ou en tant que collègue de travail pour moi, il faut que ce soit des moniteurs qui ont gardé cette fibre des premiers moments. L'envie, comme au début, de partager leur savoir, d'encourager les élèves, d'être pédagogue, etc. Il y a bien des périodes dans la vie où on a des petites rechutes. On a un peu moins envie, on a un peu plus la flemme, mais comme dans tous les boulots, dans tous les travails du monde. Ceci étant dit, comme on a un métier où on est clairement un animateur de milieu de carrière, c'est important de ne pas passer notre temps à discuter avec les gens qui sont en dehors de la carrière. Autre point qui, à vrai dire pour moi, est un red flag qui se rejoint avec ce premier, c'est les cours où il y a 10 élèves à pied dans la carrière. Ça, sachez-le, j'y suis allergique. Je m'explique parce que j'ose espérer que certains d'entre vous ne savent pas de quoi je parle. Il n'est pas rare que quand on arrive dans une structure, il y a le moniteur au milieu de la carrière en train de donner son cours, des cavaliers sur des chevaux en train de prendre leur cours, et 1, 2, 3, 4, 5, 10 personnes à pied, tu sais pas ce qu'ils font là, mais ils sont assis sur les barres, ils sont assis sur les plots. Je cherchais le mot plot, c'est quand même pas un mot difficile. Et ils attendent comme ça que le temps passe et que je discute avec le moniteur et que je rigole avec machin, etc. Je trouve que c'est tellement dommage pour 2 raisons. La première, c'est déjà que tout ce joli petit monde n'a rien à faire là. Et évidemment, c'est perturbateur pour le cours que d'avoir, en tout cas dans mes critères à moi, dans mes red flags à moi, tout ce monde au milieu de la carrière et qui potentiellement parle au moniteur, le déconcentre, parle entre eux, font du bruit. Enfin, en tout cas, s'ils font pas tout ça, qu'est-ce qu'ils font là? Numéro 2, c'est aussi dangereux. On ne sait jamais, quand on est moniteur à pied, on a comme responsabilité d'avoir des yeux partout, telle une araignée, et qui regarde à droite, à gauche, etc. Vous voyez ce coup-là du vieux prof qui vous dit « j'ai des yeux derrière la tête ». Oui, le moniteur d'équitation vaut mieux qu'il ait des yeux derrière la tête parce que ça lui permet de pas se faire écraser violemment par un cheval fou embarqué avec un élève dessus qui ne sait pas quoi en faire. Sauf que quand on est seul moniteur au milieu de la carrière, les gens qui sont autour n'ont que toi à faire attention et toi, c'est ton boulot, donc tu sais faire attention aux cavaliers. Sauf que quand il y a tout ce monde autour, là, ces gens qui gravitent et qui ne savent pas trop ce qu'ils font là, c'est autant de personnes, autant de causes de plus qui peuvent provoquer un accident. On n'est jamais à l'abri d'un cheval qui aille écraser tout ce troupeau de gens. Et dans ce cas-là, qui est responsable ?
c'est pas la faute à pas de chance, c'est vraiment une façon d'éviter l'accident que d'avoir trop de monde au milieu de la carrière. Alors évidemment, moi, à la première, je faisais rentrer une équipe de cavaliers à pied de temps en temps quand il s'agissait, par exemple, de monter un parcours d'obstacles ou de monter toutes les barres d'un parcours d'obstacles en même temps, ça permet d'être plus efficace, ça permet d'aller plus vite et donc de perdre moins de temps de cours. Mais en gros, les gens qui sont, d'après moi, à pied dans une carrière, ils doivent y être pour un rôle précis, à un moment précis, mais absolument pas passer la journée là. D'ailleurs, ça me fait penser que, pareil, lorsque j'avais une photographe qui venait de temps en temps faire quelques photos dans la carrière, je lui permettais d'être là, mais c'était un peu la dictature mama à ce moment-là. Il y avait toujours cette loi que je faisais passer dans les écuries où j'enseignais, si vous voulez rentrer dans la carrière, que vous soyez à pied ou à cheval, et que je suis en train d'y enseigner, alors vous devez me demander « Mathilde, est-ce que je peux rentrer ?» Donc ça faisait un petit peu la meuf qui gère les portes de la carrière, mais c'était important pour moi et pour la sécurité des cavaliers que j'étais en train de gérer, mais également de ceux qui voulaient rentrer. Attention, red flag suivant de votre mama, et celui-ci concerne certains chevaux de club. Vous savez, ces chevaux qui sont toujours sortis par ou pour les clients pour aller faire des cours, pour aller faire des balades, et c'est tout. Le reste du temps, c'est au paddock ou au box. Je trouve ça beaucoup trop dommage. Ça, c'est pareil, ça fait partie des choses que j'ai essayé de mettre en place, ou en tout cas de continuer à garder en place dans les écuries où je suis passée dans ma vie, c'est le fait que les chevaux puissent être sortis sous certaines conditions par les cavalières de l'écurie. Je m'explique. Quel dommage d'avoir des chevaux de club qui soient uniquement sortis, on leur met le licol et on les amène en dehors de leur pré ou de leur box, comme je le disais tout à l'heure, pour monter dessus, pour les faire travailler, pour que les chevaux soient rentables. Le reste du temps, on s'en sert pas. Je trouve que c'est vraiment dommage, pour différentes raisons. La première, c'est que le cheval, à force, il sait pertinemment qu'à chaque fois qu'il y a un humain qui vient lui mettre un licol, c'est pour bosser, monter dessus, et même souvent monter qu'à moitié bien dessus. La deuxième, c'est qu'il y a des gens qui sont passionnés dans la structure et qui demandent que ça. Des cavaliers de club qui n'attendent qu'une chose, c'est d'avoir la chance de pouvoir prendre le temps de s'occuper d'un cheval, de prendre le temps de lui faire un vrai pansage, de prendre le temps de bien lui curer, graisser les pieds, etc. Et en fait, c'est double peine que d'interdire la manutention des chevaux par des cavaliers qui ne sont pas censés les monter. Ça, pareil, dans la dernière écurie où je suis passée, j'avais la chance que ce soit déjà le cas avant que j'arrive, et donc je n'ai eu plus qu'à conserver cette façon de fonctionner, mais c'était un vrai bonheur que de voir certains chevaux de club qui étaient montés 1 ou 2 fois dans la journée, mais qui étaient sortis 3 ou 4 fois pour un pansage, pour aller le faire brouter, même des fois quand le cheval n'était pas monté dans la journée, par exemple le dimanche ou le lundi si le cheval était en off, il y avait des cavaliers qui venaient, qui prenaient les chevaux, qui leur faisaient un pansage, etc. et qui les mettaient dans la carrière de façon à ce que le cheval puisse péter en l'air, roulade, saut de mouton, coup de cul, je fais le show, et hop, je remonte et à nouveau j'ai un pansage. Je trouve que c'est vraiment primordial dans le mental du cheval de club que d'avoir autre chose à faire que d'être sorti pour être rentable. Ça permet aux chevaux de garder cette pétillance, cette envie et surtout cette attirance pour l'humain. Il y a des fois où l'humain vient me chercher dans mon box ou dans mon pré et il vient pas m'embêter. Il vient me faire passer un bon moment, on partage, je broute, je me fais masser, je fais le fou dans la carrière et hop, je rentre. Exactement pareil pour les cavaliers, il n'y a pas de meilleure façon pour eux que d'être au contact des chevaux pour apprendre à connaître le comportement des chevaux. Et donc, lorsqu'on est cavalier et qu'on a le droit de ne monter qu'une fois par semaine en heure de cours, c'est trop bien de pouvoir en plus 1 ou 2 fois dans la semaine revenir et faire du pansage. On peut pas monter à cheval, donc en termes d'équitation technique, purement on n'est pas en train de progresser. Par contre, on peut progresser sur le fait de bien s'occuper d'un cheval et de connaître son comportement, ses réactions et tutti quanti. Ici, je sais bien que certaines structures sont frileuses à le mettre en place parce que ça demande d'avoir beaucoup de coups d'œil sur les gens qui sont en train de s'occuper des chevaux. Ça demande également une hiérarchie. Tous les cavaliers du monde ne sont pas capables de pouvoir s'occuper de tous les chevaux du monde. C'est à partir d'un certain niveau qu'on peut le proposer. C'est toujours avec du monde présent et responsable et attentif sur la structure. Donc en gros, ça implique de la logistique autour de ça. Mais vu à quel point ça booste le bien-être des chevaux, je pense que quand même, c'est vraiment important de le mettre en place. Le red flag suivant, pour moi, il est presque un petit peu lié. Je vous avais écrit comme grand titre une écurie bondée de chevaux qui tiquent. Pour ceux qui ne savent pas, un cheval qui tique, c'est une preuve de mal-être ou de malaise, que ce soit soit physique, soit psychologique. Bref, c'est un cheval généralement
qui ne va pas bien. C'est une généralité, il y a des chevaux qui vont bien mais qui tiquent quand même, ou des chevaux qui vont bien aujourd'hui mais qui ont gardé comme séquelle d'un mal-être passé le fait de tiquer, mais en tout cas, pour moi, une écurie où il y a une majorité de chevaux qui tiquent régulièrement, c'est vraiment pas bon signe. En termes de tic des chevaux, il y en a plusieurs, je pourrais potentiellement vous en faire soit toute une vidéo, soit tout un live Twitch, dites-moi dans les commentaires ce qui vous intéresse, mais les plus connus sont le tic à l'appui, c'est-à-dire un cheval qui prend appui sur généralement soit la mangeoire, soit le bord du box, soit son propre genou pour tirer avec ses dents, soit le tic à l'air qui est le fait pour les chevaux de avaler de l'air assez fréquemment, c'est très mauvais pour eux sur le long terme, soit le tic à l'ours qui est le fait pour les chevaux de se balancer d'un latéral à l'autre et on voit des chevaux qui viennent faire ça, là, tac, tac, enfin bon bref, il en existe encore d'autres, mais si vous voyez ces attitudes-là d'un cheval qui prend appui avec ses dents derrière et qui tire sur la porte du box, ou qui aspire de l'air, ou même qui fait les deux en même temps, ou qui se balance tout le temps d'un côté de l'autre comme ça, si vous en voyez un dans l'écurie, dites-vous, le pauvre. Si vous en voyez 2, 3, 4, 10, fuyez à toutes jambes, c'est généralement que c'est une écurie dans laquelle les chevaux vont pas très bien mentalement. On va s'intéresser un petit peu plus maintenant au centre équestre. Et en termes de red flag, il y en a un qui, je sais pourquoi les centres équestres le proposent, mais qui me semble tout de même important à notifier, même si c'est pas un red flag rouge. Comme je vous le disais dans l'épisode précédent, c'est un orange flag. C'est genre, on vous voit, mais à la fois on comprend pourquoi vous le faites, donc attention quand même à pas trop nous prendre pour des jambons. C'est le fait d'imposer systématiquement une semaine de stage complète avant de pouvoir passer un galop. Ça aussi, je suppose que vous l'avez déjà vu. Vous voulez passer votre galop 1 ? Très bien, vous avez déjà 1 ou 2 ans d'équitation à votre actif. Au niveau théorique, vous connaissez tout. Au niveau pratique, vous êtes au niveau magnifique. On va donc passer le diplôme. Oui, mais pour cela, vous devez passer une semaine de vacances, généralement les vacances scolaires, à venir tous les jours aux écuries, du lundi au vendredi, et enfin, le vendredi, vous passerez votre fameux Graal, le diplôme du galop 1. Je trouve ça vraiment très bien, ce type de stage de performance. Le gros avantage, c'est que le cavalier va obligatoirement progresser. Un cavalier qui a tendance à monter une fois par semaine et qui d'un seul coup monte tous les jours de la semaine, et même généralement plusieurs fois dans la journée, c'est obligatoirement un grand coup de boost dans son niveau. Ça, c'est génial. Numéro 2, ça va obliger le cavalier à se plonger dans ses livres de théorie, ce qui, en tout cas de mon expérience, reste assez rare. Sur 10 cavaliers que tu vas interroger sur la théorie, il y en a un qui connaîtra tout par cœur, le Hermione Granger du game, et les autres, ça sera un petit peu plus aléatoire, on va dire. Donc pendant tout ce temps de stage, la théorie, on va être obligé de la bûcher ensemble avec le moniteur, et donc de mieux l'apprendre et de mieux la comprendre. Tout ça, c'est le côté super du stage. L'inconvénient, c'est qu'il y a certains cavaliers qui ne peuvent pas faire ces stages-là. Soit en termes de disponibilité, quand on est adulte, on peut pas toujours faire une semaine de stage pour pouvoir passer un galop, on n'a plus les vacances scolaires que l'on avait quand on était adolescent, soit en termes de finances, parce que une semaine entière de stage d'équitation, pour les parents qui le payent ou même pour les adultes qui se le payent, ça reste quand même un sacré budget. Et il faut ajouter à cela l'ensemble de l'année d'équitation. Alors je trouve ça dommage que pour certains cavaliers qui ont déjà et le niveau en termes de théorie et le niveau en termes de pratique, on oblige ces derniers à faire en plus de ça un stage qui est soi-disant obligatoire. Comme je vous disais, ce principe-là, ça a des gros points positifs, je ne vais pas revenir dessus. Je sais également pourquoi les structures imposent cela, c'est parce que ça leur fait une vraie rentrée d'argent et c'est important parce que, mine de rien, les structures équestres, c'est énormément de dépenses pour peu d'entrée d'argent. Par contre, ce que je trouve dommage, c'est que, numéro 1, tout le monde ne peut pas se le permettre, comme je vous le disais, et numéro 2, en tant que moniteur, quand l'élève vient de payer une semaine entière de stage, eh bien, il y a certains gérants de club et ou parents de cavaliers qui n'acceptent pas que l'on ne distribue pas le galop à la fin de la semaine. Effectivement, ça rend un petit peu plus difficile le fait de dire au moins on aura essayé, on se refait un stage pendant les prochaines vacances. Du coup, moi, pour pallier à ça, quand j'étais moi-même monitrice, ce que je faisais, c'est que quand je voyais que dès le lundi, le niveau de l'élève, il serait vraiment ric-rac pour passer le galop en fin de semaine, j'expliquais immédiatement à l'élève que on n'allait pas le présenter au galop officiel, on allait juste se faire un galop blanc. C'est-à-dire, il tente le truc, sur un coup d'esbrouf, il a le galop, mais faut pas trop l'espérer. Faut plus se dire qu'on y va
en entraînement plutôt qu'en vrai passage. Il y avait des parents qui avaient parfois un petit peu de mal à l'entendre et le comprendre, mais bon, je vais pas distribuer des galops à l'appel comme ça, un galop 7, un galop 7, un galop 7, juste parce qu'on a fait le stage, hein. Mais au final, tout le monde a fini par s'y faire, et en le présentant comme ça permettait à l'élève de pas être trop déçu si à la fin de la semaine il avait pas son galop, et donc d'être plus juste dans nos notations, et si on doit pas donner le galop, ça sera pour la prochaine fois. Ce red flag là concernera cette fois-ci les coachs, les moniteurs qui ne disent jamais les défauts des élèves. Et attention, j'en fais souvent partie. J'ai beaucoup plus tendance à booster mes élèves en leur disant « Ah ouais, génial, ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien ». Et les points plus négatifs, c'est plus dur pour moi de les dire, et donc j'ai moins tendance à les dire. Ce n'est pas la bonne solution, et ici j'essaye de me soigner. Je prends des pilules pour ça tous les matins, non c'est faux. J'essaye juste de me faire violence et de dire « Mathilde, quand tu as annoncé 3 faits positifs, tu dois contrebalancer avec au moins un fait négatif. Pour différentes raisons. Numéro 1, pour pas que l'élève se dise « Ouah, mais attendez, je suis qui maintenant? Je n'ai que des points positifs. » Mais également pour que l'élève se dise « Ok, j'ai des points sur lesquels je dois bosser, ça je dois l'améliorer, ça je dois l'améliorer. » Dans ma nature, encore une fois, c'est un petit peu plus difficile de souligner les défauts. Mais maintenant que je me suis fait violence, je me rends compte qu'en fait, l'important, c'est de doser. Si on donne que des compliments, c'est super pour l'ego boost, hein, mais on va pas très très loin. Et puis la fois où tu dis « Ah non, super ta position, etc. » et 3 secondes après, tu dis « Descends tes talons », le mec, il comprend plus, il dit « Attends, c'est super ma position ou il faut que je descende mes talons ?» Donc, à moi, nous, les coachs un peu trop positifs, un peu trop dans l'encouragement constant, de calmer nos ardeurs et de savoir être un petit peu plus dans l'équilibre. La dernière fois, je vous parlais des coachs qui font que gueuler sur leurs élèves et que je déteste. Eh bien, il faut être conscient que l'extrême inverse n'est pas bon non plus. Notre objectif donc, à mon avis, c'est d'être empathique, d'être positif et de souligner tout ce qui va mieux chez le cavalier, ce qu'il a bien fait, savoir dire des fois ça va, tout en sachant se rappeler que évidemment qu'il n'est pas parfait, sinon il prendrait pas de cours avec nous. Donc on souligne les défauts et ça va permettre à tout le monde de progresser. Ce red flag là, c'est pas des moindres. Celui-ci, quand on le repère, on s'en va, on fuit, on court à toutes jambes. C'est le fait d'avoir des enraînements systématiques, quel que soit le cheval, quelle que soit la discipline, quel que soit le niveau du cavalier. Remettons les choses dans leur contexte, je ne pense pas qu'un enraînement lambda soit forcément mauvais. Je pense qu'un bon enraînement dans les mains d'un bon cavalier peut être une bonne chose. L'idée, c'est juste de permettre au cheval de comprendre et d'aller dans un travail qui soit bénéfique pour le couple cheval-cavalier. Ainsi donc, je ne suis pas une contre-enraînement coûte que coûte. Par contre, quand on arrive dans certaines structures où on voit des gogues mis sur tous les chevaux, gog fixe, que le cavalier soit galop 1 ou galop 7, que le cheval fasse du dressage ou du CSO, que le cheval ait réellement, potentiellement besoin d'un gog ou non, alors là, c'est catastrophique. À partir du moment où un enraînement comme celui-ci, mais je dis gog, ça peut être reine allemande, ça peut être ce que vous voulez, hein. À partir donc du moment où il est systématique, c'est obligatoirement catastrophique. L'idéal pour un club/moniteur, c'est de rester le plus objectif possible, savoir se servir d'un enraînement si vraiment il y a un besoin, et surtout s'il y a un cavalier qui est capable de le faire quand il est encadré, mais aussi savoir ne pas se cacher derrière la facilité qu'est le fait d'enraîner tout le monde, et salut la compagnie, advienne que pourra sur le long terme. Voilà mes petits potes, vous avez une liste non exhaustive de red flags, et comme vous le voyez, il y a encore des petits points qui sont pas cochés sur ma liste, donc je vous propose soit de faire ici un épisode 3, soit de vous retrouver en format croisé sur mes podcasts. Allez streamer en masse Radio Mama sur toutes les plateformes d'écoute. Je vous attends là-bas. En attendant, je vous laisse vous abonner à la chaîne, liker cette vidéo, la partager sur l'ensemble des réseaux sociaux. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.